Tous, je suis Jean-François Albertini, donc système ingénieur chez Vim Software, et je vous souhaite la bienvenue sur ce webinar en immersion Windows 2016 au sein de Vim Visibility Platform. Pour ce webinar, je serai accompagné de nos intervenants qui sont Christopher Glemot, qui est Vim Vanguard et blogueur et éditeur blogueur et auteur aux éditions ENI, ainsi que Cefala Tarkerut, qui est MVP Cloud Data Center Management, expert virtualisation et bloqueur aussi et auteur chez ENI Édition. Je vais vous passer la main à Christopher Clément, qui va vous présenter l'agenda de ce webinar. Et je vous souhaite un très bon webinar. Donc bonjour à tous et bienvenue. Nous commencerons par une présentation rapide de Vim, puis nous passerons sur la présentation de la nouvelle stratégie de Vim intitulée Vim Availability Platform, ainsi que sur les nouvelles fonctionnalités avec Microsoft. Je vous parlerai principalement du REFS et du Vim Agent for Windows. Ensuite, Cefala vous parlera d'Hyper-V 2016 et notamment du Virtual Machine Load Balancer, du Cloud Witness et du cluster en Workgroup. Pour information, nous avons la chance d'avoir les éditions ENI en partenaire pour cet événement. Les éditions ENI feront gagner le dernier livre sur Hyper-V 2016 récemment publié par Cefala, celui ou celle qui posera la question la plus intéressante, la plus pertinente. Alors n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc la première question à se poser dans un projet de sauvegarde est de savoir si les données que vous allez restaurer vont être consistantes, c'est-à-dire intelligibles et exploitables. C'est pour cela que j'aime bien citer cette phrase: si la sauvegarde est importante, la restauration l'est encore plus. Et c'est vrai que Vim, qui jouit d'une réputation mondiale pour sa performance, son efficacité et sa simplicité, est la solution stratégique grâce à ces technologies qui sont avant-gardistes. En effet, je dis souvent aux clients que dans une situation critique, type désastre, incident, ransomware, etc., le but est de pouvoir restaurer rapidement et facilement ces données. La personne qui va lancer le processus de restauration ne doit pas rencontrer de difficultés, notamment lorsqu'elle sera devant son interface. Donc il existe plusieurs façons de mettre en sécurité les données contenues dans un système informatique. Un amalgame est souvent fait entre les différentes méthodes de protection des données, sauvegarde, archivage et réplication. Il faut savoir que ces technologies sont complémentaires. La sauvegarde se positionne dans la reprise d'activité. L'objectif est de pouvoir restaurer rapidement ces données. La réplication est associée à une logique de continuité d'activité. Le but est de basculer rapidement en un clic de l'environnement de production vers l'infrastructure de secours. L'archivage consiste à externaliser et à figer les données dans le temps afin de respecter une rétention GFS, Grandfather, Father and Son, souvent pour des contraintes légales. Enfin, on vient superviser l'état des jobs afin de s'assurer que la protection des données est garantie. Les entreprises aujourd'hui modernisent leur infrastructure informatique tout en faisant face aux nouveaux besoins des utilisateurs finaux, notamment pour l'accès aux données et aux applications 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a plus de tolérance pour les temps d'arrêt ni pour les pertes de données. Les sauvegardes traditionnelles ne répondent plus aux exigences de haute disponibilité. Donc c'est pourquoi les décideurs souhaitent aujourd'hui optimiser leur SLA avec des RPO et des RTO proches de zéro. Avec les différentes possibilités qu'offrent la virtualisation et le cloud, les critères et les exigences en termes de reprise d'activité après sinistre ont changé. C'est pourquoi on parle maintenant de sauvegarde moderne. Dès 2006, Vim a construit sa solution avec une réflexion sur l'avenir, notamment en se concentrant sur la virtualisation. Aujourd'hui, la sauvegarde moderne relative à ces nouveaux besoins repose sur la virtualisation, le stockage moderne et le cloud.
Donc ce schéma que vous avez déjà dû voir, hein, nommé Vim Availability Platform, représente la stratégie de Vim et de développement pour les prochaines années. L'objectif de Vim est de fournir une solution innovante afin de devenir le leader dans les domaines de la virtualisation, de la sauvegarde et de la gestion centralisée. Vous pouvez apercevoir que le cloud est le pilier de la plateforme. Avec cette stratégie, Vim souhaite mettre le paquet sur la sauvegarde et la réplication vers le cloud public et privé grâce à la technologie Vim Cloud Connect. Vim Cloud Connect, c'est une fonctionnalité disponible depuis la version 8 qui permet d'externaliser simplement les archives de sauvegarde. Pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un deuxième site leur permettant d'externaliser leur sauvegarde en cas de crash du site principal, Vim Cloud Connect va apporter une réponse à ce niveau. En version 9, Vim a introduit VCCR, Vim Cloud Connect Replication, qui permet aux entreprises de démarrer leur VM directement chez un cloud provider en cas de sinistre. Cette fonctionnalité est plus lourde car en plus du stockage, il faut mettre à disposition du compute, c'est-à-dire du CPU, de la RAM, etc. L'avantage, en un clic, vos machines virtuelles sont démarrées et opérationnelles. Les services providers respectent des prérequis spécifiques afin d'être répertoriés en tant que fournisseur de services cloud. Pour ce faire, le cloud provider doit disposer d'une infrastructure virtuelle VMware ou Hyper-V, du stockage ainsi que des machines virtuelles. Ensuite, il faut installer les composants Vim, à savoir un Vim Backup Server et un ou plusieurs rôles proxy. Côté client, vous devez avoir un environnement virtualisé, plus du stockage, plus des machines virtuelles. Le client utilise souvent Vim en local, on-premise, donc dispose d'une infrastructure Vim avec un Vim Backup Server et des repositories. Ensuite, on utilise une Cloud Gateway. Il est conseillé d'en avoir 3 pour assurer une redondance qui vont permettre un accès simple depuis le client vers le service provider via un port unique TCP/UDP qui est encapsulé et chiffré SSL et TLS. Cela permet d'enlever notamment les problèmes de VPN. Pour information, tous les clients Vim sont éligibles à utiliser l'offre Cloud Connect. Afin d'optimiser le transfert des données, on peut utiliser la fonctionnalité One Accelerator, disponible en version Enterprise Plus, et faire du seeding. En quoi ça consiste? Ça consiste à récupérer les données physiquement chez le client, puis à les emmener directement chez le service provider. Le but est d'éviter de faire une sauvegarde full à travers le One. Donc, un petit rappel, Vim Availability Suite est composé des produits Vim Backup and Replication plus Vim One. Pour ceux qui ne connaissent pas Vim One, ce produit est notamment composé de Vim Monitor, qui permet de superviser votre environnement de sauvegarde, Vim, et l'ensemble de votre infrastructure virtualisée, VMware ou Hyper-V, ainsi que le stockage et le réseau. Le composant Vim Reporter est très intéressant car il permet d'utiliser les métriques remontées par Vim Monitor et générer des rapports automatisés qui sont plutôt sexy, et notamment de faire du capacity planning afin d'anticiper vos futurs besoins. Un bon plan de sauvegarde fait prendre conscience des risques ainsi que des responsabilités, tout en respectant les bonnes pratiques. Une règle spécifique à la gestion et à l'optimisation de conservation des données s'est répandue. Il s'agit de la règle du 3-2-1. Elle signifie que vous devez disposer de 3 copies de vos données, dont 2 sauvegardées sur 2 supports différents, et dont l'une doit être externalisée, soit vers un site distant ou soit vers le cloud. Cette règle est indispensable pour protéger vos données critiques. C'est le seul moyen de pallier à tous les dysfonctionnements. Voici un premier conseil très pratique. Vous pouvez déployer un serveur Vim que j'appelle dormant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en production, sur lequel vous allez mapper le repository qui héberge les fichiers de sauvegarde. Ce serveur servira uniquement pour faire de la restauration. En effet, il faut savoir qu'un repository peut être vu par plusieurs serveurs Vim. Donc, je vous ai ajouté un exemple de type d'architecture de sauvegarde et de disaster recovery que l'on peut rencontrer aujourd'hui chez les clients Vim. En haut à gauche, je retrouve ma production avec un cluster Hyper-V interconnecté sur
sur une baie de stockage SAN. Je vous rappelle que Vim a développé des alliances avec les constructeurs de stockage Dell EMC, NetApp, HP et Nimble, permettant d'effectuer les sauvegardes directement depuis la baie de stockage matérielle. Ces dernières permettent de bénéficier de fonctionnalités d'intégration liées au stockage primaire, autrement dit de production. Le principe, on utilise le snapshot matériel de la baie de stockage qui est beaucoup moins coûteux en termes de performance. En conséquence, cela réduit les impacts sur les machines virtuelles de production et ça permet aussi de régler le problème de commit à la suppression du snapshot VMware. L'avantage, vous n'impactez pas votre production car les hyperviseurs ESXi ne travailleront pas sur leur snapshot. C'est le proxy de sauvegarde Vim que l'on retrouve dans toutes les architectures Vim qui va s'occuper d'effectuer la partie sauvegarde et la partie transfert des données. Il n'y a aucun montage datastore ou de resignature VMFS. Il n'y a pas de configuration d'hôte à nettoyer. Dans un environnement VMware, on va tirer parti du change block tracking, donc effectuer à chaque fois des sauvegardes incrémentales sans être contraint de passer sur tous les blocs. On va uniquement sauvegarder les blocs qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Ce mécanisme, au travers des baies, permet de réaliser des sauvegardes jusqu'à 20 fois plus rapides. Et dans cet exemple, nous utilisons une seconde salle distante chez le client en tant que salle de secours. Les machines virtuelles sont répliquées vers un nœud Hyper-V en standalone via le réplication job. Si le client a un incident dans sa première salle, ou s'il y a une maintenance technique qui est planifiée par exemple, il pourra facilement basculer via le failover vers sa seconde salle. Le temps de bascule correspond au démarrage des machines virtuelles sur le nœud Hyper-V en standalone. Le client utilise également un volume sur sa baie de stockage de PRA pour réaliser ses sauvegardes modernes. L'objectif est de pouvoir restaurer une machine virtuelle ou un fichier rapidement en cas de problème sur un serveur virtuel par exemple, ou pour faire des tests de restauration avec le Shore Backup Job. Enfin, afin de respecter la règle du 3-2-1, une sauvegarde déportée est réalisée chez un cloud provider certifié grâce à la technologie Vim Connect et au backup copy job qui permet de faire de l'archivage GFS. Pour information, il y a plusieurs services providers certifiés en France. Il suffit d'aller sur le site de Vim pour voir la liste ou de lancer une recherche depuis votre console Vim Backup dans le menu Backup Infrastructure sous le menu Service Provider. Petit rappel, pour fonctionner, Vim a besoin d'un serveur Vim Backup qui a le rôle d'orchestrateur. Celui-ci gère également la base de données SQL Express. Pour information, vous devez basculer sur une base de données SQL standard si votre infrastructure est supérieure à 500 VM ou si vous réalisez de la sauvegarde massive sur bande, car ce job sollicite beaucoup la base de données. Et enfin, si vous avez le staging server pour les restaurations SQL ou SharePoint. Vous devez également configurer des Vim Proxy. Les Vim Proxy permettent de transférer les données de la source vers le support de sauvegarde. Il s'agit du moteur. Enfin, vous devez ajouter un ou plusieurs repositories. Il s'agit des supports qui vont héberger les fichiers de sauvegarde. Donc, une DSAN, un partage IFS type NAS, un disque dur, une appliance de duplication, etc. Donc, je voulais profiter de cette présentation pour vous donner quelques bonnes pratiques relatives à ces composants. Premièrement, le mode de transport. Il y a 3 modes de transport avec Vim. Direct Storage Access ou Direct Access. Les données sont lues directement depuis la baie de stockage de production. Ensuite, le mode Virtual Appliance. Vim monte les snapshots des machines virtuelles directement depuis l'environnement VMware. Puis le mode Network qui utilise l'interface vmkernel des ESX. C'est le mode de transport le plus fiable, mais il est bridé par VMware à 40% de la bande passante afin de protéger le réseau de management. En conséquence, il est moins performant. Quel mode choisir pour vous? Ça dépend de votre environnement. Pour les petits environnements, il est conseillé d'utiliser le mode Virtual Appliance, aussi appelé HotAD. Pour les environnements plutôt moyens, plutôt le mode Direct SAN. Enfin, pour les gros environnements, le Direct SAN ou le mode NBD, mais avec des vmkernel en interface 10 gigabits. L'option parallèle processing située dans le menu général de Vim doit être activée car elle permet de traiter en parallèle
les disques des machines virtuelles pendant une sauvegarde. Pour information, une tâche égale un VMDK. À noter qu'en version 9.5, le mode DirectSan n'est peut-être pas le mode le plus performant car Vim a changé ses mécanismes de traitement en interne. Donc je vous conseille de tester ces différents modes. Aujourd'hui, Vim recommande d'utiliser du réseau 10 gigabits. Il s'agit maintenant d'une bonne pratique. Concernant le dimensionnement de l'architecture de sauvegarde, je vous conseille d'utiliser du stockage bloc ainsi qu'un contrôleur RAID performant. Pour le formatage des partitions Windows, pour les repositories en local ou mappées en iSCSI, les partitions NTFS doivent avoir un block size de 64 kg. Et vous pouvez envisager de formater maintenant vos partitions avec le nouveau format Windows, le ReFS 3.1, afin de profiter de la déduplication des sauvegardes full. On verra cette partie tout à l'heure. Vim recommande également d'utiliser des LAN inférieurs à 64 Tera. La fonctionnalité Direct Restore to Microsoft Azure, vous pouvez maintenant restaurer vos machines virtuelles Windows et Linux ainsi que vos workloads physiques vers Azure afin de minimiser les interruptions de service. Cela peut être pratique si vous n'avez pas de ressources suffisantes sur votre site on-premise ou si vous souhaitez facilement créer un environnement de test afin de troubleshooter un service ou pour tester la fiabilité d'un patch par exemple, pour faire des mises à jour critiques, des risques applicatifs, etc. Donc cette fonctionnalité est visible depuis le wizard de restauration, bouton Restore, dans le ruban en haut du Vim Backup Server, dans lequel vous pouvez réaliser aussi de l'instant ou de l'entire VM recovery, ainsi que de la restauration granulaire de fichiers et d'objets. Donc, comme vous le savez déjà, avec la sortie de Vim Backup Application 9.5, nous avons maintenant le support de la suite Microsoft 2016, à savoir le support de Windows Server 2016, d'Hyper-V 2016 et des différents applicatifs Microsoft 2016. Pour Windows Server 2016, la compatibilité donc d'installer Vim Backup et Réplication directement sur un OS Windows Server 2016, mais aussi le support des machines virtuelles avec en guest OS le Windows Server 2016. Le support d'Hyper-V 2016 avec l'intégration du Resilient Change Tracking, c'est l'équivalent du Change Block Tracking VMware, pour ceux qui ont de l'Hyper-V, donc que ce soit pour les sauvegardes et pour les restaurations. Notamment aussi le support des nœuds Hyper-V installés sous Nano Server. Concernant la suite applicative 2016, prise en charge de Microsoft Azure Active Directory 2016, Exchange 2016, SharePoint 2016 et SQL 2016. ReFS, c'est le nouveau format qui vient compléter le système de fichiers NTFS. ReFS version 3.1 est disponible avec Windows Server 2016 et permet de construire des répertoires utilisant des pointeurs de stockage. C'est là où est l'intérêt de ce nouveau format. Aujourd'hui, lors de l'utilisation de référentiels type NTFS et lorsque Vim crée une sauvegarde complète de type synthétique, Vim régénère l'ensemble des blocs en utilisant le merging. Il s'agit de fusionner les fichiers incrémentiels avec la full afin de créer un nouveau fichier full. Avec ReFS comme repository, les choses seront différentes car Vim est capable de tirer parti des API fournies par Microsoft. Vim s'intègre dans le système de fichiers en utilisant les métadatas. Il est en capacité de créer des pointeurs qui font référence aux données existantes. Vous ne construisez plus ces données, mais vous créez des pointeurs vers les données que vous avez déjà en fait. C'est très ingénieux. Pour résumer, si vous avez de la sauvegarde hebdomadaire avec une rétention à 14 points, les fichiers .vbk, donc les foules synthétiques, auront beaucoup de similitudes. Dans ce cas, pour la deuxième sauvegarde full, le ReFS permettra de pointer les blocs similaires de la première full et donc de réduire considérablement l'espace de stockage utilisé sur le repository. Cela est possible grâce au pointeur et grâce à une technique de clonage rapide appelée fast clone
car les blocs de données entre les fichiers ne sont physiquement pas déplacés. Cela permet de réduire considérablement les fenêtres de sauvegarde. En résumé, hein, ce format est une vraie alternative aux appliances de déduplication. Pour information, Microsoft recommande actuellement de formater les volumes REFS avec les clusters, avec un cluster par défaut de taille de 4 kg, mais Vim recommande d'utiliser une taille de cluster de 64 kg. Pourquoi cette différence? C'est parce que Vim possède déjà une expérience de terrain sur ses environnements en interne, mais aussi sur les environnements des clients. La taille de grappe de 64 kg consomme 5 à 10% de l'espace, mais vous aurez vraiment un gain parce que vous aurez plus de performance, de sauvegarde et plus de sécurité. Lorsque vous paramétrez votre job de sauvegarde, vous pouvez sélectionner la sauvegarde full de type synthétique afin d'effectuer vos sauvegardes hebdomadaires. Ce mode permet de créer une image complète à partir des fichiers de sauvegarde existants. Vim Backup et Replication construit un fichier unique afin de générer une sauvegarde complète dite synthétique. Cette méthode a l'avantage de ne pas impacter l'environnement de production. Alors, il existe deux commandes pratiques à exécuter depuis votre terminal qui permettent de contrôler que les paramètres de la partition REFS soient corrects. Elles sont notées sur le slide. Hein. Il suffit de changer le mot disque dans la commande par la lettre de votre lecteur, de votre volume. Et on voit que le système de fichiers est bien le Resilient File System hein, sur ma capture d'écran à droite, et que le fast clone, donc la technologie de clonage rapide, est bien supportée, et que la taille du cluster est bien de 64 kilooctets. Donc ici, j'ai rajouté un exemple de sauvegarde avec la technologie REFS. Donc en haut, on voit que mode de sauvegarde de type synthétique, une full complète dite synthétique, et que le fast clone est bien opéré. Donc là, pour faire une sauvegarde full synthétique, Vim a pris 58 secondes, alors que initialement, il prenait 36 minutes. Si maintenant je viens un peu superviser la capacité de stockage sur ma partition et sur les fichiers, je vois que ma sauvegarde à droite a une taille de 226 Go, mais que réellement, sur la partition, j'ai 155 Go d'utilisés. Donc vous voyez, c'est assez, c'est vraiment performant et je Oui, alors donc bonjour à tous, donc c'est Fala, merci d'avoir joint ce webinaire donc sur Vim Availability Platform et Windows Server 2016. Sur la partie donc REFS Fast Clone, donc en termes de licensing, bien évidemment c'est disponible sur la partie donc Windows Server version standard. Bon, c'est pas là. Par contre, oui. Ah c'est bon, bah, je sais pas,
J'ai C'est bon, basculé c'est bon. mon micro. Par contre, après, sur la partie REFS Storage Space Direct, là, il vous faudra donc une licence Windows Server 2016 Data Center. Je m'explique parce que déjà, pour introduire le terme Storage Space Direct, il faut savoir que Microsoft, avec les nouveaux systèmes Windows Server 2016, tend vers une stratégie de software defined, donc data center, notamment avec le SDN, Software Defined Network, et Software Defined Storage. Et avec cette partie-là, la partie storage, il est possible désormais avec un cluster, donc Microsoft, de agréger les disques locaux donc de tous les nœuds qui sont au sein du cluster afin d'en faire une seule entité pour pouvoir faire donc après un bloc de stockage et pour pouvoir également derrière créer des LAN et pour pouvoir donc stocker soit de la machine virtuelle, soit du fichier. Donc il faut savoir que le Storage Space Direct est une fonctionnalité qui est disponible donc sur Windows Server 2016, mais uniquement en version data center. Merci Stéphane. Donc je reprends juste pour vraiment pour les clients Vim. Aujourd'hui, vous pouvez, donc c'est vrai qu'il y avait un amalgame qui était fait entre les différentes versions standard et data center. Pour utiliser le REFS avec Vim Backup Replication 9.5, une licence standard suffit. Hein. Vous devez également utiliser du stockage en mode bloc. Mais c'est important, vous n'êtes pas obligé d'être en data center pour pouvoir aujourd'hui faire du REFS. Hop. Alors, l'annonce très attendue des Vim Agents, c'était une fonctionnalité très attendue, la possibilité de sauvegarder des machines physiques. En effet, Vim a communiqué tout au long de l'année à ce sujet et avait d'ailleurs sorti un produit nommé Vim Endpoint Backup que vous connaissez sûrement et qui vous permettait de sauvegarder justement des workloads physiques. Première chose, hein, le produit Vim Endpoint Backup devra rester disponible gratuitement. Au sein de la Vim Availability Platform, vous voyez que les Vim agents viennent compléter la solution Vim Availability Suite. Avec les Vim agents, vous allez pouvoir sauvegarder votre poste de travail professionnel et personnel, vos serveurs physiques Windows et Linux, mais également vos machines virtuelles isolées dans un cloud public, et pourquoi pas les utiliser pour des infrastructures type Nutanix, KVM, etc. Comme je le disais, hein, vous allez pouvoir sauvegarder vos workloads physiques Windows et Linux. Comme avec Vim Backup et Replication, vous allez pouvoir réaliser vos sauvegardes sur de multiples supports, comme des disques locaux, des supports de stockage externes, clés USB, disques durs, des partages IFS, type NAS, etc. Vous allez également pouvoir sauvegarder vos machines physiques vers un repository utilisé par votre Vim Backup Server et aussi dans le cloud en utilisant la technologie Vim Cloud Connect. La solution est vraiment complète et flexible. Le but est de vous aider à régler vos différentes problématiques. Il y a 3 éditions, hein, free, version gratuite, Workstation pour les postes de travail, avec un support inclus et la possibilité d'effectuer vos sauvegardes vers le cloud, et la version serveur qui permet d'utiliser les mêmes options que dans Vim Backup et Replication, mais surtout d'utiliser la protection applicative pour la consistance et le guest file indexing. La protection applicative VSS lors des sauvegardes pour Oracle, SQL, etc., via le Application Aware Processing. C'est une notion très importante. Sans cette option, la consistance de vos sauvegardes n'est pas garantie. La cohérence des données, c'est la somme de la validité et de l'intégrité des données sauvegardées. C'est une caractéristique critique de toute solution de sauvegarde. Pour information, la version finale du Vim Agent devrait être disponible très bientôt. On verra avec Jeff s'il a des renseignements sur ça tout à l'heure. Et la bêta est actuellement ouverte aux utilisateurs. On est en version 2.0.0.594, il me semble. Hop. Alors j'ai rajouté quelques slides concernant le déploiement du Vim Agent. Ceux qui connaissent
le Vim Endpoint Backup, vous voyez que ça ressemble grandement. Donc, il y a plusieurs modes de sauvegarde de son serveur physique ou de son poste de travail physique. On peut sauvegarder entièrement la machine ou procéder par volume, une partition, ou également faire de la sauvegarde uniquement de fichiers. Ce qui change, c'est maintenant la possibilité de pointer vers des nouvelles targets, des nouvelles destinations. Donc par exemple ici en version 9.5 Update 1, je peux rajouter en tant que destination mon Vim Backup serveur, hein, et ensuite je pourrais sélectionner un des repositories que j'ai. Donc par exemple si sur mon environnement Vim Backup j'ai un NAS plus une expérience de duplication, bah, je pourrais dire, bah, voilà, la sauvegarde de mon serveur physique, je vais l'envoyer vers mon NAS. Est-ce que ça passe le slide? Enfin, là, tu peux passer le slide, j'arrive pas à le... Bien sûr. Oups, pardon. Ouais. Ensuite, donc, vous allez avoir la possibilité. Donc, première chose, hein, c'est quand on ajoute la licence, c'est le même fichier d'installation, hein, c'est du Vimagent, que ce soit pour l'édition Free, Workstation ou Server. Quand on ajoute la licence, ça déverrouille les fonctionnalités avancées. Donc, par exemple, si je mets une licence serveur, vous voyez, je peux, comme dans le serveur Vim Backup et Replication, bénéficier des fonctionnalités avancées et notamment de la protection applicative en activant le Enable Application Aware Processing. Ensuite, je pourrais bénéficier de la planification avancée. Hein, vous voyez, pour ceux qui utilisent Vim Backup et Replication, ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait avoir sur un job de sauvegarde de machine virtuelle. Hein. À partir du moment où j'ai ajouté le serveur Vim en tant que target dans le Vim Agent, il faut savoir que c'est, on va dire, le Vim Backup Server qui devient prioritaire sur l'utilitaire, sur le Vim Agent. Donc en fait, je peux aller implémenter ma licence. Par exemple, là, sur cette licence, on a 50 agents pour 50 postes de travail et 20 pour des serveurs. Donc, je peux implémenter ce fichier de licence dans le logiciel Vim Backup et Replication et ça va me déverrouiller automatiquement mes utilitaires, mes Vim agents à distance. Et j'aurai plus la main après sur l'utilitaire au niveau licensing. D'accord. Ensuite, derrière, je vois que automatiquement, une fois que j'ai procédé à cette opération, le job de sauvegarde du serveur physique apparaît dans ma console Vim Backup et Replication. Donc, pour résumer, depuis votre console Vim Backup et Replication, vous pouvez superviser le ou les jobs que vous aurez déployés avec le Vim Agent for Windows. Donc, au niveau de Vim Backup and Replication, j'ai un menu Agent qui apparaît à gauche. Et voilà, donc on voit mon job apparaître comme si c'était un job de sauvegarde classique. Pareil, je peux aller superviser le job pour voir où il en est, avoir un retour sur les métriques relatives au job, savoir quel est le bottleneck, hein, le goulot d'étranglement, etc. Par contre, je ne peux pas éditer le job pour je modifier la planification, etc. Il faut impérativement retourner sur le Vim Agent, sur le poste de travail ou sur le serveur physique.
Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour le Vim agent, hein. N'hésitez pas à poser des questions sur ce nouveau outil parce que c'est vrai que ça peut répondre à beaucoup de problématiques. Si vous reste un ou deux serveurs physiques qui restent dans votre environnement, ou si vous vous intéressez à la sauvegarde de vos postes de travail pour vos utilisateurs. Le nouvel outil Vim Backup for Office 365. Vim Backup pour Office 365 est un nouveau produit qui permet aux administrateurs de sauvegarder les boîtes aux lettres Office 365 vers des stockages en local. La version finale est disponible depuis un certain temps et est très similaire au Vim Explorer for Exchange pour la restauration type granulaire. Deux packages sont nécessaires pour gérer les sauvegardes. Vim Backup pour Office 365 et Vim Explorer pour Exchange. Deux versions sont disponibles, une intégrée à Vim Backup Application, ce qui permet d'utiliser les repositories Vim, ou en mode standalone, et alors ce sera le stockage en local qui sera utilisé. La sauvegarde permet de protéger tous les objets de la boîte aux lettres, pièces jointes, calendrier, contacts, etc., ainsi que les boîtes aux lettres partagées. Il n'est pas nécessaire de déployer un Vim proxy car l'utilitaire se connecte directement chez Microsoft. Ensuite, après la première sauvegarde complète, les prochaines sauvegardes copient uniquement les modifications dans les boîtes aux lettres et utilisent le mode Forever Incremental. Pour information, l'encryption n'est actuellement pas prise en charge. À noter qu'avec l'offre Vim, Vim Backup for Office 365 est gratuit pendant 1 an pour les entreprises ayant une licence Vim Backup Enterprise et gratuit pendant 2 ans pour les entreprises ayant une licence Vim Enterprise Plus. Donc j'ai ajouté quelques captures du fonctionnement de l'utilitaire via le lab de notre communauté Vim Vanguard. Pour information, la communauté Vim Vanguard, c'est l'équivalent des MVP chez Microsoft. C'est vrai que grâce à ce statut, nous avons la possibilité d'être en relation permanente avec les experts de chez Vim, ainsi qu'avec toutes les équipes qui s'occupent de la solution et du programme de formation, etc. Donc, au niveau de la configuration, il faut ajouter l'organisation Office 365 avec le mot de passe administrateur. Donc c'est très simple, il y a juste ça à faire. Ensuite, l'organisation apparaîtra dans le Vim Backup Office pour Office 365. Ensuite, nous allons pouvoir créer le job de sauvegarde et sélectionner les boîtes à sauvegarder. Ici, par exemple, j'ai 2 utilisateurs. Puis, nous pouvons paramétrer la planification. Par exemple, le job se lancera tous les jours à midi. Donc, la logique de Vim, on respecte toujours cette simplicité, cette facilité d'utilisation. Donc, vous voyez ici la fenêtre de la console du Vim Backup pour Microsoft Office 365. Et ça ressemble vraiment au Vim Backup Replication. À gauche, mon menu, et au milieu, la fenêtre où je peux voir l'ensemble de mes jobs. Donc ici, on voit que le job s'est déroulé correctement. Donc, pour faire un test, je vais ensuite dans mon environnement Office 365 et je supprime l'un de mes mails. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que en retournant sur mon utilitaire, je pourrais explorer donc mes données sauvegardées et sélectionner le point de rétention que je souhaite. Donc vraiment, on garde la même façon de penser qu'avec Vim Backup Replication. Une fois que j'ai fait ça, l'utilitaire ouvre le second utilitaire qui est le même que pour Vim Backup Replication avec Exchange. Donc c'est le Vim Explorer for Exchange. Donc c'est vraiment le même outil qui est utilisé. D'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, Vim va remonter l'ensemble de mon annuaire Exchange dans l'Explorer et je pourrais parcourir l'ensemble des dossiers, puis restaurer un mail ou un objet.
D'accord? Ici, par exemple, je restaure le mail à son emplacement d'origine. Et ensuite, une fois que c'est restauré, le mail réapparaît dans mon environnement Office 365. Donc la partie présentation des nouvelles fonctionnalités Microsoft avec Vim est terminée, hein. Je laisse maintenant Céphala vous parler de la partie avancée sur Windows Server 2016 et sur Hyper-V. Merci beaucoup, Chris. Alors donc, pour cette partie, pour les nouveautés au niveau des clusters de Windows Server 2016, il faut savoir que Microsoft a donc, à partir donc de cette version, a énormément fait évoluer en fait son produit en termes de sauvegarde, en termes de compute, en termes de stockage et network. Et effectivement, ils ont apporté énormément en fait de nouveautés au niveau donc machine virtuelle et au niveau surtout en fait donc notifications, etc. Et en gros, ce que je vais vous présenter ici, c'est quelques petites nouveautés parce que je peux pas tous les présenter malheureusement, mais je vous présente vraiment les nouveautés vraiment phares du cluster Windows Server 2016, à savoir donc le cluster Operating System Volume Upgrade. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est, le VM Virtual Machine Load Balancer, le Cloud Witness et une fonctionnalité intéressante qui est le cluster en groupe. Alors, il faut savoir que forcément, il y a beaucoup de clients donc sont actuellement soit sur Windows Server 2012 ou 2012 R2, et Microsoft, pour faciliter la migration vers son nouvel OS, donc 2016, a fait une petite stratégie qui permet, en gros, en fait, de migrer son serveur 2012 R2 vers 2016 sans downtime. C'est-à-dire que dès que vous allez migrer votre cluster, il est possible, donc votre cluster Hyper-V ou cluster de fichiers par exemple, il est possible directement de passer de 2012 R2 vers 2016 de manière transparente, déjà pour les IT et surtout pour les utilisateurs. Parce qu'en fait, vous allez voir que Microsoft a mis en place un mode de mix mode, c'est-à-dire qu'au sein d'un cluster, il sera possible, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, donc sur la partie, on va dire orange ici, il sera possible d'avoir deux nœuds mergés entre 2012 R2 et 2016 sur le même cluster, ce qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire par exemple sur 2012 R2, vous étiez obligé de faire, vous étiez obligé en fait de faire un environnement à part pour pouvoir migrer, etc. Aujourd'hui avec 2016, il est possible donc de faire du mixed mode et donc de merger les nœuds donc sous différents systèmes 2012 R2 et 2016 pour pouvoir ensuite basculer tout en failover cluster 2016. Alors les avantages, bien entendu, de cette solution, c'est que déjà il est possible de l'automatiser via PowerShell, parce que en fait, vous avez le module PowerShell Clustering Failover qui vous permet, bien évidemment, de faire votre automatisation de migration. Comme je vous l'ai dit, la cohabitation des nœuds entre 2012 R2 et 2016, et c'est ça qui est important en fait, c'est ça qui vous permet de ne pas avoir de downtime en fait. Du coup, pas d'interface et pas d'infrastructure supplémentaire pour pouvoir donc gérer la migration. Zéro shutdown, zéro restart. Il faut savoir que du coup, votre environnement ne perdra pas donc au niveau de disponibilité parce que tout sera fait, on va dire, de manière à chaud. Et également la partie mise à jour fonctionnelle sur la cohabitation 2012 R2 et 2016. C'est-à-dire que si vous avez la partie mise à jour au niveau du cluster et si vous avez vos deux nœuds qui sont mixés, il est possible également de profiter des mises à jour. Alors les scénarios qui sont supportés actuellement pour cette fonctionnalité en termes de rolling upgrade, c'est les clusters donc Windows Server 2012 R2 et les clusters SOFS, donc Scale-out File Server, donc sous 2012 R2 également. Alors le process, il est simple, hein, donc là je vous explique en quelques mots. Vous avez, admettons que vous avez un cluster donc Hyper-V sur 2012 R2, comme on peut le voir ici sur la première image. Donc là j'ai mes deux nœuds de manière classique. Je souhaite passer sur Windows Server 2016. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer un nœud ici, donc sur la deuxième image, je vais le basculer en 2016. Et là, ce qui est intéressant, c'est je fais du mixed mode, c'est-à-dire que j'ai un Windows Server 2016, un 2002 R2 au sein du même cluster. Ce qui permet, bien entendu, de garder la disponibilité des machines virtuelles, de garder la disponibilité des services, si c'est par exemple un serveur de fichiers, etc. Et ensuite, il est possible de migrer l'autre nœud, donc en 2016.
Et une fois que votre nœud en 2016 est migré, il est possible de, on va dire, upgrader le niveau fonctionnel du cluster, parce qu'il faut savoir que le niveau fonctionnel du cluster, donc, il est possible de le trouver en PowerShell avec la commande get cluster, c'est le cluster le functional level, c'est la version 8, d'accord, on est en version 8, et quand vous passez en cluster Windows Server 2016, vous allez passer à la version 9, tout simplement. Alors en termes de processus, comment faire? Donc si par exemple, si je reviens ici, vous voyez que j'ai deux nœuds, donc comment on peut faire en fait déjà de manière simple pour pouvoir migrer soit un cluster Hyper-V, soit un cluster de fichiers 2012 R2 vers 2016. Tout d'abord déjà il va falloir donc backuper votre cluster, les fichiers du cluster. Vous allez donc pour chaque nœud, donc vous allez poser le nœud, donc vous allez faire pause sur le nœud, vous allez drainer les rôles et vous allez sortir le nœud du cluster. C'est-à-dire que votre cluster, donc, il aura qu'un seul nœud, mais il sera toujours fonctionnel parce que forcément votre nœud est encore actif parce que vous en avez sorti qu'un seul. Après, il y a la partie réinstallation. Il y a deux écoles. Soit vous réinstallez tout donc tout l'OS, vous formatez, vous réinstallez Windows Server 2016, ou alors vous faites un upgrade in place. Le souci du upgrade in place, c'est que vous avez des échecs une fois sur deux. Donc moi, ce que je préconise, parce que pour l'avoir fait chez beaucoup de clients, ce que je préconise, c'est de réinstaller le serveur, parce que de toute façon, ça change rien avec les machines virtuelles sont stockées sur de BSAN ou sur un stockage partagé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois que vous avez réinstallé, vous installez la feature cluster sur le nœud en question. Vous reconfigurez bien entendu vos cartes réseau, votre stockage, vous reconfigurez votre switch virtuel au niveau de votre serveur Hyper-V si vous avez des switches 7, des switches virtuels, etc. Et puis vous rajoutez le nœud donc au cluster. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un nœud, comme je le disais tout à l'heure, en 2012 R2 et un nœud en 2016. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose sur l'autre nœud. Et puis après, soit vous réinstallez, une fois que les deux nœuds sont au cluster, sous 2016, soit vous réinstallez votre cluster directement, et après vous vous occupez de la partie, donc soit du SOFS ou alors des machines virtuelles, etc. Et une fois que vous avez fini tout ça, il faudra surtout pas oublier d'updater le nouveau fonctionnel, parce que, comme je vous l'ai dit par défaut, même si vous upgradez vos machines, vous allez rester au niveau fonctionnel de 2012 R2, donc il faudra faire un update du niveau fonctionnel avec la commande, si je reviens ici, update cluster functional level, pour pouvoir donc passer en mode cluster Windows Server 2016. Et une fois que vous avez fait ça, votre cluster est directement accessible et directement migré de manière vraiment transparente, surtout pour les utilisateurs afin de ne pas avoir une interruption de service. Alors un autre sujet qui est très important, c'est le Virtual Machine Load Balancer. C'est un peu l'équivalent, on va dire, c'est un peu le petit frère de DRS chez VMware. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte fonctionnalité? Ça va apporter tout d'abord l'optimisation de l'utilisation des nœuds de vos nœuds Hyper-V au sein du cluster, parce qu'elle va répartir les charges en fait entre les nœuds Hyper-V au niveau du cluster. Il faut savoir que cette fonctionnalité elle est activée. Et bien entendu, en cas de basculement de la machine virtuelle, vous avez un zero downtime, c'est-à-dire que c'est vraiment transparent pour les utilisateurs. Donc cette fonctionnalité Virtual Machine Load Balancer, elle va automatiquement donc migrer une machine virtuelle qui se trouve au sein d'un cluster en fonction de la sollicitation de l'hôte qui l'héberge. C'est-à-dire que si j'ai deux nœuds et que j'ai un hôte qui est super sollicité, la machine virtuelle sera automatiquement migrée vers un autre nœud pour pouvoir en fait donc faire reposer le nœud qui est trop surchargé. Il faut savoir que si vous avez du SCVMM, donc System Center Virtual Machine Manager, cette option, parce qu'en fait, System Virtual Manager a l'option en fait de dynamique optimisation, elle va désactiver la fonctionnalité au niveau du cluster. Donc vous n'aurez pas besoin de le faire parce que SCVMM va la gérer pour vous. Mais si vous n'avez pas d'SCVMM, de toute façon, vous inquiétez pas, elle est activée par défaut au niveau du cluster. Alors on va voir maintenant en termes de paramètres comment ça fonctionne. Comment la fonctionnalité va juger qu'un hôte est surchargé ou pas. Elle va se baser tout simplement sur la partie donc RAM et CPU, donc ça va être le couple RAM-CPU pour définir donc l'auto-utilisation du serveur Hyper-V. Et en fonction d'un modèle d'agressivité que vous allez donc configurer, par exemple par défaut en fait, vous avez le niveau bas qui est à 80%. C'est-à-dire que si vous n'atteindez pas les 80% en termes de sollicitation, donc mémoire plus CPU, le système considère que l'hôte n'est pas surchargé, donc il ne considère pas nécessaire de faire donc migrer les machines virtuelles vers un autre nœud. Et il est possible donc d'aller jusqu'à un mode agressif jusqu'à 60%, c'est-à-dire que si l'hôte a
dépasse donc les 60% au niveau donc de la sollicitation, automatiquement la machine virtuelle sera migrée vers un autre nœud qui est lui donc qui est moins surchargé. Et en gros en fait c'est le nœud qui est surchargé qui va définir quelle sera la destination de la machine virtuelle. Donc il va calculer et grâce à un algorithme et il va définir donc le nœud le moins surchargé possible pour pouvoir donc accueillir la nouvelle machine virtuelle. Petit souci de PowerPoint. Ok, alors en termes de fonctionnement et d'agressivité, donc là je vous ai mis la configuration. Il est possible de la configurer donc de manière très simple au niveau de l'interface graphique du cluster. Donc en fait vous allez dans propriétés, vous allez dans équilibraire ici, donc là en français, et vous avez le mode d'agressivité ici. Donc soit vous le faites en élevé, soit en moyen, soit en faible, comme je vous l'ai expliqué. Donc là en termes d'un schéma, on peut le voir ici. Hein. Donc là par exemple, j'ai ici un cluster de 3 nœuds. Sur un nœud 0,1, j'ai 2 machines virtuelles. Sur le nœud 2, donc j'ai une seule machine virtuelle. Et le nœud 3 ne contient pas de machine virtuelle. Et il faut savoir que cette fonctionnalité, elle est intéressante dans le sens aussi où si vous rajoutez un nœud dans le cluster, un nœud supplémentaire, donc on va dire que nous allons rajouter le nœud 3 dans le cluster, automatiquement, en fait, la machine virtuelle va être directement migrée vers le nouveau nœud qui vient d'arriver, parce qu'elle va considérer que ce nœud est déjà il est tout neuf et surtout il n'a pas de sollicitation parce qu'il est tout neuf et il n'a pas encore donc hébergé une machine virtuelle. Donc elle va automatiquement lui balancer une machine virtuelle pour vraiment en fait équilibrer la sollicitation en termes de CPU, RAM au niveau du nœud et surtout au niveau du cluster en globalité. Et il faut savoir également donc l'autre cas, c'est si le nœud est surchargé, donc le nœud 2 par exemple ici, on peut le voir ici, donc il a une machine virtuelle mais qu'il est trop surchargé, la machine virtuelle sera basculer de manière automatique via le live migration directement sur le nœud 1 par exemple. En termes de configuration du load balancer, parce que il faut savoir que vous avez deux types de configuration. Vous avez la configuration au niveau sollicitation, comme je vous l'ai dit, soit élevé, soit moyen, soit haute. Et vous avez également la partie équilibrage de charge qu'il faut configurer. Et donc là, vous avez le choix soit de toujours équilibrer la charge, c'est-à-dire à chaque fois que un nouveau nœud va être donc mis dans le cluster, les machines virtuelles seront balancées et ça va en fait checker toutes les 30 minutes le taux d'utilisation et en fonction de ces 30 minutes là est-ce que l'algorithme va relever et il va donc déployer les machines virtuelles, migrer les machines virtuelles en fonction de la sollicitation des nœuds. Soit alors vous choisissez juste l'équilibrage de charge vers un nœud lorsqu'il est rejoint. Donc si vous choisissez cette fonctionnalité, enfin cette option, pardon, le check ne se fera plus tous les 30 minutes. Par contre, il se fera uniquement quand vous allez rajouter un nœud au sein du cluster. Donc là, bien entendu, sur votre design au niveau du cluster, il faudra bien définir votre stratégie et votre besoin en termes de haute disponibilité au niveau donc de votre cluster. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré également en PowerShell. Donc là, en PowerShell, je peux ici donc définir le mode d'agressivité et configurer également le niveau du load balancer. Donc là, on peut le voir ici, on peut le faire en interface graphique comme ici, et on peut le voir ici en interface, donc en PowerShell. Donc en termes de valeur, au niveau du load balancer, donc vous avez 0, c'est désactivé, donc là forcément l'algorithme ne fonctionnera plus, donc votre cluster fonctionnera de manière normale et il n'y aura pas de répartition de charge de manière automatique. Et si vous mettez la valeur, donc ici, si vous remplacez la valeur 1 et 2, vous avez soit la répartition de charge en cas d'ajout d'un nouveau nœud, ou alors la répartition toutes les 30 minutes, plus la prise en compte de rajout d'un nouveau nœud au sein du cluster. Donc alors en fonction de votre utilisation de votre infrastructure, bien évidemment, moi ce que je préconise, c'est toujours d'utiliser la version 2, parce qu'en fait, elle va vous permettre de prendre tous les scénarios, afin de ne pas justement surcharger votre cluster, parce que ça peut aller très vite en termes de sollicitation au niveau de la RAM ou des CPU. Bien entendu, tout dépend des machines virtuelles et de ce que vous avez dedans, bien entendu, en termes d'application, etc. Toujours dans le cluster, vous savez qu'un cluster donc, a besoin d'un quorum pour fonctionner. Il faut savoir que dans Windows Server 2016, une fonctionnalité particulièrement intéressante qui vient en fait compléter cette offre, ce qu'on appelle le Cloud Witness. Donc en gros, en fait, ce que c'est, ça va être un quorum
qui va être stocké directement dans Azure. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Dans Microsoft Azure, donc comme vous le savez tous, hein, donc, il est capable de vous provisionner du stockage, de compute, du network, des applications, etc. Il est possible donc de créer un compte de stockage, donc après utiliser un blob de stockage classique et de stocker en fait le quorum directement dedans, ce qui permet en fait de s'affranchir, si vous voulez, déjà de l'utilisation du quorum au sein de votre infrastructure on-prem, et surtout, ce qui est important, c'est si par exemple vous avez un cluster multisite. Là, c'est vachement intéressant justement de mettre votre cloud dans Azure parce que ça vous permettra de ne pas partager donc un stockage partagé WAN à travers vos clusters, etc. Là, c'est vraiment important. Bien entendu, la solution est très très facile à mettre en œuvre hein, parce que c'est quelque chose de pas vraiment difficile. Il est possible également d'utiliser le même compte de stockage pour plusieurs clusters. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, 3 ou 4 clusters, il est possible d'utiliser le même type de stockage parce qu'en fait, le quorum en fait, donc, sera désigné par un ID, donc ce qui permet d'être unique en fonction du cluster que vous utilisez. Et bien entendu, forcément, ça utilise donc le HTTPS pour la communication, donc par défaut sur le port 443. Alors en termes de scénario, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, ce qui vient à l'esprit, et surtout, c'est vraiment la première demande, c'est le cluster multisite, qui est très très intéressant. Vous avez également le cluster qui est un peu particulier, c'est les clusters qui n'ont pas de stockage partagé, comme le SQL Always On ou le Exchange Server, par exemple. Les clusters classiques, hein, bien entendu, hein, il est possible de bénéficier du Microsoft Cloud Witness si vous avez un cluster classique normal. Sur les clusters Gust également, les clusters Gust clusters, c'est des clusters de machines virtuelles au sein d'Hyper-V. Bien sûr, il est possible de faire la même chose chez VMware également, hein, il n'y a pas de problème. Il est possible également d'avoir un cluster dans Azure. Donc là, si vous faites du IaaS et vous avez votre infrastructure dans Azure, il est possible également de bénéficier de cette partie-là. Et le cluster ou un groupe, donc là-dedans, je vous en parlerai tout à l'heure pour plus de précision. Donc en termes de configuration PowerShell, c'est classique. Donc là, ça nécessite bien entendu la création en amont du compte de stockage, mais je vous montrerai tout à l'heure comment ça se fait. Et puis après, pour définir votre quorum, c'est simple avec la commande LED, donc set quorum. Vous allez ici, en termes de paramètres, sélectionner le Cloud Witness. Et ici, vous allez mettre votre compte de stockage, avec bien entendu donc son nom et surtout l'access key, en fait, donc la clé qui va vous permettre d'authentifier et va vous permettre donc d'enregistrer le stockage au niveau de votre cluster. Donc vraiment, ça tient en une seule ligne de commande. Et je vous montrerai également en interface graphique comment ça se fait. Alors en termes de stockage, donc le compte de stockage, donc il faut qu'il soit créé en amont, donc il est possible de le créer dans Azure, comme on peut le voir ici. Hein, donc là, ça va être vraiment un compte de stockage standard, comme ici, comme vous pouvez le voir. Et une fois qu'il est créé, bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous aurez besoin de la clé ici pour pouvoir donc authentifier et pour pouvoir enregistrer votre stockage au niveau du cluster. En interface graphique, c'est simple, c'est quand vous configurez en fait votre quorum de manière classique, comme on le connaît hein, depuis plusieurs versions déjà au niveau des clusters, sauf qu'en fait en termes de configuration, il faudra aller dans configuration de quorum avancé, comme ceci. Et puis après, bien entendu, choisir pour tous les nœuds. Après là, c'est en fonction de votre infrastructure, en fonction de votre stratégie au niveau de votre cluster. Puis après ici, choisir, surtout donc la nouvelle option de Windows Server 2016, c'est choisir configurer un témoin cloud. Et en termes d'interface, vous allez donc mettre le nom de votre compte de stockage et surtout la clé ici, le compte de stockage. Et une fois que vous l'avez mis, votre cluster, bien entendu, il faut que votre cluster ait accès à Internet et surtout aux URL qui sont préconisés par Microsoft au niveau d'Azure, bien entendu. Donc si vous avez des firewalls, je vous invite bien entendu à ouvrir les flux pour votre cluster pour aller pouvoir donc joindre les sites Azure au niveau donc HTTPS, etc. Puis après, donc une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur suivant et votre cluster est directement donc connecté à votre témoin Cloud Witness, comme on peut le voir ici en fait. Donc là j'ai une interface de cluster avec 2 nœuds et là on peut voir en fait ici témoin cloud et donc cela bien entendu notifie bien le fait que votre cluster est directement mergé au Cloud Witness. Donc là en fait on peut déjà, si vous voulez en termes de stratégie, on peut déjà parler d'architecture hybride parce que là en fait vous mélangez votre partie compute et votre partie clustering haute disponibilité au niveau de votre infrastructure on-prem et vous bénéficiez d'un petit service
qui est dans Azure, qui est le stockage, donc compte de stockage pour pouvoir donc faire héberger, bien entendu, votre quorum. Donc ici, après, on peut voir également le fichier de configuration, comme on peut le voir en fait dans le stockage, hein, c'est-à-dire que dans le compte de stockage, il est possible de le parcourir et de voir ce qu'il contient. Et là, vous pouvez voir également donc la partie Microsoft Cloud Witness, c'est-à-dire mon quorum qui est hébergé dans mon cloud. Et justement, en guise de transition, parce que je vous parlais que le Cloud Witness était intéressant également pour le cluster en Workgroup. Donc par son nom, un Workgroup, c'est-à-dire que c'est un cluster sans Active Directory. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Microsoft est en train donc d'essayer un petit peu de baser ces mises en place de clusters, déjà de les simplifier. On peut le voir déjà que ça commence à être plus simplifié, et surtout, en fait, de ne pas le rendre dépendant de l'Active Directory. Ce qui permet donc de proposer plusieurs nouveautés donc, dans 2016, qui est le cluster avec un domaine classique, déjà ça on le connaît tous. Mais les deux nouveautés, ça va être le multidomaine et le cluster. Donc là, vous allez pouvoir effectuer votre cluster si vous avez plusieurs domaines. Donc ça, c'est très intéressant également pour des infrastructures de type worldwide ou des types, si vous faites des acquisitions, etc. par exemple, et que chaque acquisition désire en fait de garder un peu son domaine, etc. Il est possible de faire du cluster en multidomaine. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le cluster en workgroup. Donc en workgroup, qui veut dire en workgroup, ça veut dire pas d'objet dans l'Active Directory, donc pas de CNO, Cluster Name Object. Donc là, ça, il faudra oublier parce que forcément, nous ne sommes pas joints à l'Active Directory, nous sommes directement au workgroup et nous allons pouvoir donc faire construire le cluster de manière directement transparente par rapport à l'Active Directory. Parce qu'il faut savoir que bien entendu, VMware aujourd'hui le fait de manière très simple. Aujourd'hui, vous prenez un vCenter, vous avez deux SXI, vous êtes dans la possibilité de créer votre cluster de manière tout à fait transparente par rapport à l'Active Directory. Vous n'avez pas besoin d'Active Directory pour pouvoir monter votre cluster. Et Microsoft arrive également donc, sur ce terrain-là et essaye donc de projeter cette fonctionnalité. Alors en termes de scénario, parce que c'est important, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut également des scénarios qui sont donc supportés par rapport à ça. Il faut savoir que le cluster Hyper-V donc en workgroup est totalement supporté. Par contre, il n'est pas recommandé pour la simple et bonne raison, c'est pour la partie live migration. Parce que forcément, pour la live migration, vous avez besoin de communiquer, etc. Donc forcément, si vous n'avez pas de domaine, là, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, le quick migration est complètement supporté. Donc voilà, donc ça, là, c'est la même chose. Pour baser donc votre cluster Hyper-V en workgroup, là, il va falloir définir déjà si vous avez besoin de live migration ou pas, etc. Par contre, le cluster SQL Server est complètement supporté, qui est intéressant parce que déjà testé déjà chez un client en production. Hein. Il faudra juste par contre ne pas oublier d'utiliser le mode d'authentification SQL Server Authentication et pas sur Windows. Et là vous avez donc un environnement directement fonctionnel en workgroup clusterisé. Après, vous avez également la partie file server qui est supportée, mais par contre, pas recommandé, forcément là c'est la même chose, pas de Kerberos parce que forcément vous n'êtes pas dans le domaine, et donc du coup, il est préférable bien entendu de l'avoir pour le trafic SMB, pour vous authentifier, etc. Mais par contre, en termes de fonctionnalités, ces trois fonctionnalités sont supportées par Microsoft et vous pouvez les déployer. Après, bien entendu, en fonction de votre besoin, ça s'étudie et ça se prépare avant donc de passer vers un cluster en workgroup ou pas. En termes de prérequis, il n'y a pas vraiment grand-chose au niveau prérequis, si ce n'est d'avoir en fait un compte commun local qui fait partie du groupe administrateur local du serveur. Donc là, par exemple, si vous avez 2 nœuds, il faudra créer le même compte local. Hein, je répète parce que nous sommes au workgroup, bien faire attention, et le mettre bien entendu donc en tant qu'administrateur local. Si vous ne travaillez pas donc avec un compte built-in, donc il va falloir spécifier ici donc la clé de registre pour pouvoir donc justement en fait l'upgrader en fait pour qu'il puisse en fait avoir assez les droits pour faire le cluster, parce que si vous faites pas ça, lorsque vous allez créer votre cluster, vous allez avoir une jolie erreur au niveau donc d'accès au niveau des restrictions. Bien entendu, par contre, il faut que les deux serveurs aient un DNS suffixe, bien sûr le même, et il faut qu'il soit dans le même workgroup. Hein. Donc si j'ai un workgroup qui s'appelle WK1, il faut que tous mes nœuds, bien entendu, soient en WK1.
Bien entendu, inutile de préciser, mais il faudra que tous vos serveurs soient bien entendu certifiés Windows Server 2016 et surtout soient installés avec un OS Windows Server 2016. Et une fois que la feature Failover Clustering est installée et que nous avons rempli ces prérequis, alors bien entendu, pareil, hein, il faudra aussi un stockage partagé. Par exemple, si vous avez donc vous optez pour un cluster Hyper-V ou même un cluster de stockage, il faudra bien entendu avoir un stockage partagé pour pouvoir faire baser votre CSV là-dessus, pour pouvoir donc profiter du stockage, pour pouvoir bien entendu de stocker vos machines virtuelles ou vos dossiers partagés. Après, en termes de création, c'est simple, vous avez que ça. Vous avez donc New Cluster Name, là vous mettez le nom de votre cluster, les moins nodes, donc là vous allez mettre les nœuds qui vont participer à ce cluster. Et comme je vous l'ai dit, pas de CNO ici, cluster name object, parce que forcément, nous n'allons pas enregistrer cet objet-là dans l'AD, parce que de toute façon, les nœuds s'envoient en groupe. Donc là, ce sera juste un administrative access.dns directement. Donc ça sera juste un DNS qui va donc prendre le pas. Mais donc, il n'y aura pas d'objet dans l'Active Directory à faire très bien attention. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, je vais passer la main à Jean-François, s'il nous entend. Oui, oui, tout à fait. Bah écoutez, Christopher, Céphala, je vous remercie pour cette présentation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe aux différentes questions qui ont été posées pendant tout le long Bien sûr. sur le chat. Il y en a pas mal. Je vous propose de les traiter par thématique. Hein. J'ai fait un peu le point. Il y a énormément de questions sur les agents, je vous cache pas. Ça représente à peu près 80% des questions. Il y a quelques questions sur Hyper-V 2016 et l'intégration avec Nimble. Donc on va voir un peu, on va aborder ce point-là. Et après, il y a 2-3 questions surtout sur la fin, sur la partie quorum. C'est là qu'on traitera directement. Donc je vais vous faire un peu je vous propose de le faire en termes d'échange entre tous les trois, hein, Bien sûr. de manière à pouvoir aborder toutes les thématiques. Donc on va traiter la partie agent pour commencer, comme ça on va égrener le maximum de questions. Hein. Alors, Vim Endpoint est-il application aware? Ça dépendra en fait, l'agent Windows va sortir, si vous voulez, en trois éditions. On va avoir donc la Free Edition, on va avoir l'édition Workstation et l'édition Server. D'accord. Juste pour rappel, le moteur Free Edition est le moteur qu'on connaît aujourd'hui, Endpoint, donc il n'est pas disponible, je dirais, entre guillemets uniquement pour Linux aujourd'hui. Vous pouvez très bien continuer à télécharger Endpoint en attendant qu'il passe sur sa version 2.0 et sur l'édition Free. Pour les deux autres éditions, la Workstation sera compatible avec un snapshot DSS pour garder la cohérence comme fonctionne aujourd'hui Endpoint, et l'application Aware ne sera disponible uniquement sur la partie serveur, et nous traiterons la partie MS SQL comme on le fait avec une VM, Oracle et SharePoint sur la partie application Aware. Hein. Donc pareil, l'application Aware que vous aurez sur la partie serveur est la même qu'on a aujourd'hui dans les VM. On s'appuie sur les VSS Writer fournis par la machine Windows. Hein. Pour la partie Linux, ça s'appuie sur du scripting en post-freeze et en post-throw que vous faites, comme on le ferait aujourd'hui dans les VM. Compatibilité avec AX? Non. Aujourd'hui, Vim, aussi bien sur l'agent que sur la stack complète, se charge des plateformes x86. D'accord? Et pour le moment, on est toujours sur un agent pour un OS x86. Une autre question qui a été donnée, qui a été sur la partie plusieurs jobs par machine, ça dépendra de l'agent. Si vous êtes sur du Linux, vous pourrez faire plusieurs jobs pour la même machine avec différentes targets de sauvegarde, d'accord, parce que on s'appuie sur le scheduler cron de l'OS Linux, donc il n'y a pas de souci. Par contre, sur la partie aujourd'hui Windows, c'est un job par machine. Comme on vous l'a montré tout à l'heure, Christopher, on a notre scheduler et on n'a pas la possibilité de créer plusieurs jobs au niveau de la machine Windows. Quand utiliser l'agent? C'est une bonne question. L'agent, il est
disponible pour deux types de workload aujourd'hui, la partie physique, comme on l'a vu, mais aussi pour tout workload qui s'exécuterait dans le cloud. Donc demain, par exemple, vous exécutez du développement ou vous avez du IaaS chez Azure, ben, vous pouvez utiliser l'agent pour pouvoir backuper et récupérer vos données pour faire d'autres infrastructures en on-premise. Pareil, demain vous êtes chez un provider régional, dans le cas du VCSP, du programme VCSP de Vim, vous pourriez backuper avec l'agent. Donc l'agent, il ne faut pas le cantonner, le limiter uniquement à la machine physique. Il est là en fait pour répondre à tout workload de sauvegarde dont vous l'utiliserez pas comme on le fait aujourd'hui avec VBR à travers les hyperviseurs Microsoft et VMware que nous supportons. Hein. Une petite question sur l'agent et KVM. L'agent comme Vim supporte pas KVM en tant qu'hyperviseur en mode image. Hein. Vous pouvez utiliser l'agent dans les VM. Donc il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez backuper toutes vos VM maintenant qui sont hébergées sur vos KVM. Maintenant l'Explorer, il n'y aura pas d'Explorer et il n'y aura pas d'interaction directement avec l'hyperviseur KVM. On va se comporter directement sur un backup de la VM. Concernant la sortie, incessamment sous peu, je vous dirai, elle est annoncée pour fin mars, début avril. Donc pour tous ceux qui sont sur le community forum, surveillez le mail hebdomadaire du dimanche qui vous dira quand la GA est disponible, mais elle devrait l'être là sur les quelques semaines à venir. Hein. Maintenant, on va passer un peu sur la partie un peu plus Vim Backup et réplication, sur la partie question. Donc voilà, une question. REFS est-il disponible sur Windows 2012 R2? Cephala, je crois que oui. Hein, oui, mais que c'est pas les mêmes fonctionnalités. Voilà. Enfin, c'est pas surtout les mêmes, c'est pas surtout les mêmes améliorations et c'est pas la même version par rapport à 2016, bien entendu. Parce que REFS en fait a été introduit déjà directement dans Windows Server 2012, bien entendu. Voilà. Déjà, il proposait déjà quelques. D'un point de vue Vim, en fait, Vim est capable d'exploiter le REFS vraiment à partir de 9.5, donc du coup avec 2016. 2016, d'accord. Tout à fait. Donc du 2016 et de la 9.5 pour pouvoir utiliser le repository et toutes les optimisations REFS qui sont amenées. Il y avait juste une question que j'ai pas vu passer sur la partie agent qui était est-ce qu'elle est bootable sur une machine physique? Oui, tout à fait. Hein. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le recovery media de Vim qui vous permet de booter sur une machine physique et de restaurer en mode bare métal la machine. Ce petit utilitaire est généré automatiquement par endpoint quand vous installez le produit et c'est une ISO que vous mettez sur disque USB, sur n'importe quel support pour pouvoir aller chercher votre backup. Hein. Et on a une très bonne question là sur le Vim Agent, je reviens juste 2 secondes dessus. Très bonne question d'un point de vue licensing. Est-ce que la licence est attachée au serveur physique? Ouais, voilà. Ou en fait, bah pour moi, en fait, on a un paquet de jetons pour sauvegarder X serveurs physiques ou X postes de travail. Mais pour moi, on peut changer à la volée les serveurs ou les machines sauvegardées. Effectivement, je confirme. Le mode de licensing, ça sera de la souscription. Donc il n'y aura pas de perpétuel sur la partie agent aujourd'hui, ce qui est annoncé, donc et pas d'OEM. Donc vous avez un pool de nombre d'agents que vous utilisez à bon escient. L'intérêt de l'approche souscription, c'est que demain vous avez un parc qui diminue pour X raisons. Ben, vous avez un pool de 150 licences, ben, vous pouvez passer à 120, 130 l'année N-1 ou N+1 en fonction de ce que vous voulez faire. Jeff, au niveau tarification, est-ce que on est, moi j'étais resté sur mon dernier webcast au mois de décembre, j'avais annoncé des prix pour le serveur à environ $150 par an pour un serveur et $50 pour un poste de travail. Alors est-ce que on est toujours dans à peu près dans cette fourchette ou maintenant j'ai vu qu'il fallait acheter par package. Non, on est toujours dans cette fourchette. Après, ce sera le support dessus qui
qui changera en fonction de si on fait un support toute l'année ou si on prend du support 3 ans. Après, voilà, c'est, je dirais, la partie commerce qui fait la différence, mais on est sur cette fourchette aujourd'hui de prix. Hein. Et en souscription, par contre. Yes. Quelques questions sur la partie 365. Donc oui, hein, MS SQL et Oracle supportés par l'agent, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible depuis une seule console Vim de gérer plusieurs comptes administrateurs? Christopher? Alors pour moi, il est possible d'ajouter plusieurs organisations au sein de l'utilitaire Vim Backup for Office 365. Moi, je ne l'ai pas testé en production, mais à vérifier, normalement, il est possible d'ajouter plusieurs organisations. Hein. C'est simple, on fait un clic droit, on ajoute l'organisation, puis le compte, et on vient directement greffer son organisme Office 365 au sein de l'utilitaire. Exactement. Par contre, aujourd'hui, comme c'est un utilitaire qui est juste à part d'un point de vue architecture, vous allez avoir un seul repository possible de la taille que vous voulez. Vous aurez, par contre, vous pourrez avoir qu'un seul repository pour le Office 365. Vous ne pourrez pas avoir différentes targets en termes de stockage de la base Jet que vous récupérez sur 365. Hein. Plusieurs organisations. Après, c'est le compte administrateur de la partie 365 qui s'interface avec les outils. Hein. Des questions plus orientées Microsoft. Maintenant, on a eu quelques questions pendant ton intervention, Céphala. Quand vous dites basculer un nœud en 2016, vous parlez d'une mise à jour de l'OS 2012 R2 avec une ISO 2016. Oui, c'est tout à fait en fait. Il est possible, en fait c'est tout bête, hein. Vous prenez l'ISO, vous le mettez directement dans le serveur Windows Server 2012 R2 et vous faites soit un upgrade, une place. Vous savez, quand vous l'installez, il va vous proposer deux choix, soit vous faire un custom, soit faire un update. Par contre, attention, moi comme je vous l'ai dit, pour avoir rencontré le cas plusieurs fois, et d'ailleurs j'en ai même discuté avec les équipes produits de Windows Server au niveau de la partie cluster, de temps en temps quand même, il y a beaucoup d'échecs au niveau de l'upgrade. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire directement un formatage et de réinstaller le système. Parce que de toute façon, si vous avez un serveur Hyper-V, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, vous n'allez rien perdre parce que de toute façon, vous allez directement attaquer vos machines virtuelles ou même votre stockage directement, en fait, parce qu'il est déporté. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc oui, c'est exactement donc un CD, enfin, le DVD Windows Server 2016 dans le nœud directement. Parfait. Tu avais une question aussi sur... J'avais vu un truc sur le licensing, je crois, Oui, coût mensuel. sur le Oui, coût, alors le coût mensuel du le coût cloud mensuel Witness. du Cloud Witness, en fait, c'est simple, c'est à l'utilisation. Il faut savoir qu'un quorum, c'est juste un fichier qui contient plusieurs choses, mais notamment la configuration du cluster, les nœuds, etc. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, c'est juste un fichier, il n'y a rien dedans. Donc en fait, le coût c'est à l'utilisation du compte de stockage. Donc du coup, je peux pas vous dire parce que je peux pas vraiment avoir les chiffres exacts. En plus, du coup, moi, je travaille avec des clients qui ont l'entreprise agreement, donc c'est pas les mêmes tarifications. Mais en termes de coût, vous avez pas, ça ne coûte pas grand-chose, en tout cas, pour un Cloud Witness. Ça ne coûte vraiment rien du tout. Parfait. Alors la question sur l'agent 3.1, non, l'agent aura une matrice de compatibilité qui démarre en 7 SP1. Hein. Le cloud, il y avait une autre question sur J'avais vu aussi sur le... est-ce que le cluster est en workgroup et compatible S2D? Non, 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 non. Là, le S2D, le cloud, donc en gros le cluster storage space direct, il faut que vos nœuds soient joués en domaine. Parce que forcément, en fait, vous allez avoir énormément de surcouches derrière, parce que déjà, vous allez le faire pour la partie compute. Vous allez donc faire de la migration, et surtout, vous allez faire aussi du SOFS pour pouvoir donc, par exemple, faire un stockage et un partage de fichiers. Donc forcément, il vous faudra une authentification avec votre annuaire Active Directory pour pouvoir donc donner l'accès aux différents utilisateurs pour pouvoir faciliter les choses. Donc Storage Space Direct, c'est les nœuds en domaine et pas en groupe. Un deuxième. Est-ce que tu pourrais juste un petit point éclaircir justement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients qui se posent la question, est-ce que dans un cluster Hyper-V 2016, on est toujours obligé d'avoir un serveur Active Directory séparé, notamment quand on est en cluster Workgroup? Si tu es en workgroup, tu n'as pas besoin d'AD si tu veux. En workgroup, en fait, tu vas avoir donc par Voilà. exemple, je vais te prendre un exemple simple. Tu as deux nœuds Hyper-V, d'accord?
ton AD, déjà tes deux nœuds, tu n'as pas besoin de les joindre à l'AD. En fait, ils sont vraiment workgroup et tu Voilà, vas pouvoir bénéficier de la fonctionnalité du cluster, ce qui n'était pas possible avant. exactement. Donc on se rapproche un peu d'une logique un peu De VMware, fusionnelle. tout à fait. C'est ça. Alors, une question. J'ai du mal à comprendre pourquoi en workgroup, le live migration n'est pas possible. Eh ben, c'est tout simplement parce que les autres, en fait, il faut qu'ils s'identifient pour pouvoir donc faire leur live migration directement. Soit donc vous faites du créer des CSP, soit du Kerberos. Et effectivement, Workgroup, en fait, c'est complètement, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est pour ça que Microsoft recommande d'utiliser le Quick Migration. Par contre, le problème, c'est que le Quick Migration, vous aurez une petite interruption de service. Toujours sur la stack 2016, on a eu une Ouais. question qui est assez intéressante dès le début. Alors là, c'est Ah, je l'ai difficilement. raté. Ouais, j'ai pas de visibilité là-dessus. Tu vas me dire si toi tu en as. Dis-moi. Existe-t-il des VSS hardware chez Nimble pour 2016, pour Hyper-V 2016, sachant que, ouais, effectivement, sur les constructeurs de stockage, qui aujourd'hui fournit un hardware, un VSS hardware pour 2016, tu le sais ça ou Ah non, sincèrement, ça, je ne sais pas voilà. du tout. Non, cette partie-là, je suis désolé, non, du Alors tout. non, mais c'est pour ça, c'est pour voir si Hmm. toi tu avais une visibilité. Non, Donc non, ça, j'ai pas du tout d'idée, non. c'est Il y des a une points, si question. vous voulez, qui sont très liés aux constructeurs de stockage. Ah oui, c'est Et ça. en Donc, général, il faut retourner vers votre vers Nimble. constructeur de stockage, Nimble ou HP, pour Ouais. savoir à peu près quand est-ce qu'ils ont et s'ils ont une visibilité sur la sortie de leur VSS hardware, hein. Je crois qu'on a Est-il une possible, question sur, dis-moi. comment dirais-je, attends, je vais rouvrir. Vas-y, continue. Je vais noter les questions. Donc, dans le cas d'un PRA, j'ai pu constater qu'il fallait toujours le même sous-réseau pour démarrer les VM du PRA. Existait-il une solution afin de créer des VPN, enfin des tunnels, entre les sites de production et les sites de PRA? Alors, la première méthode de le faire, c'est de passer via votre cloud provider. Dans l'offre Cloud Connect, Disaster Recovery as a Service, c'est exactement ce qu'on fait. On met en place deux network appliances qui auront un rôle de pouvoir positionner un tunnel VPN entre vous et le deuxième site qui est un provider. Aujourd'hui, pour une solution on-premise, si vous avez deux salles, non, nous ne montons pas comme dans Cloud Connect un tunnel entre les deux sites. Alors il y a des discussions. Est-ce qu'il y aura d'autres produits prochainement qui fera ce rôle-là? Je peux pas, j'ai pas de visibilité encore là-dessus, mais je sais qu'il peut y avoir certaines choses dans les cartons. Jeff, on a des questions sur Docker en Windows Ah oui. Alors, 2016 avec Vim. alors, Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus ou... Alors le problème, alors Docker c'est en 2000, alors en 2016 la problématique c'est que je maîtrise pas du tout ce que va faire l'Hyper-V en 2016. Maintenant si je prends l'approche Docker sur une partie Linux, d'accord. Euh, Aujourd'hui la différence que vous avez entre un Hyper-V et un ESX, c'est la façon dont on virtualise et dont on émule la machine virtuelle. Dans un Docker sous Linux, c'est des anciennes solutions comme Linux vServer ou OpenVZ, sur lequel c'est une partage de la librairie, d'accord, entre la machine virtuelle et c'est des forks des process. Donc là, on n'a pas de solution aujourd'hui, mis à part sauvegarder via l'agent, je dirais, les données persistantes nécessaires à l'applicatif dans son vServer. Maintenant, si on prend la partie Windows 2016, comment va être implémenté le container? Tu as une visibilité là-dessus, c'est là ou pas? Non, du tout. Sur cette partie-là, au niveau, non, du tout. Après, je peux expliquer la partie Oui, Docker par rapport à Windows Server 2016, parce que le fait tout à que fait. maintenant on merge donc Docker avec Windows Server 2016, donc nous donne la possibilité de faire des Windows containers ou des Hyper-V containers pour pouvoir donc être en fait, si vous voulez, dans un environnement en fait en gros plutôt DevOps, hein, donc c'est vraiment du microservice, etc. Par contre, en termes de stockage, enfin en termes de sauvegarde, non, j'ai pas vraiment de visibilité là-dessus. Donc, Donc là, on On a une verra. autre question sur le Vim Agent. Est-il possible de faire un backup copy Ouais, avec ouais. du One Accelerator et un cache déporté sur un NAS, par exemple? Alors, il y a un point Alors là, important sur l'agent, tout à fait. Euh, il y a même une question qui est par-dessus. Est-ce qu'on peut avoir l'agent sans une licence VBR? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir aujourd'hui une infrastructure Vim Backup et Réplication pour pouvoir avoir accès à l'agent. Par contre,
il va y avoir une grosse différence d'intégration de l'agent par rapport à ce que si vous possédez ou pas du Vim Backup et Réplication. Si vous possédez une infrastructure Vim Backup et Réplication, on va avoir accès à ce qu'on appelle le repository Vim. Et dans ce cas-là, si vous hébergez effectivement le backup de l'agent sur un repository Vim, vous aurez accès au copy backup job et à l'externalisation via le One Accelerator. D'accord? Donc oui, vous pouvez tout à fait, dans le cadre d'une infrastructure VBR en on-premise, bénéficier de l'accélération One et du copy backup job pour externaliser le backup physique. Et oui aussi, vous pouvez avoir l'agent sans l'infrastructure VBR. Alors attends. Alors, lorsque la sauvegarde d'un serveur physique vers un Cloud Connect, est-il possible de configurer un cache vers un share folder? Alors, le cache, il va y avoir la fonctionnalité, ça va être un des points différenciants avec la Free Edition, c'est que dès que vous serez en workstation ou en serveur, vous avez la possibilité de paramétrer un cache. Alors attention, sur la fonctionnalité de ce cache se comportera différemment en fonction de quelle va être la target. Et c'est ce qu'on disait là juste à l'instant. Si vous avez une target en NAS, quand un utilisateur va se connecter à votre réseau d'entreprise, va voir monter son point de montage, il va pouvoir commencer son backup de son poste client. Si le backup n'est pas terminé et que l'utilisateur s'en va, on va quand même cacher et on va garder le cache du job de backup qui était en cours, mais par contre, quand il reviendra le lendemain, on repartira à zéro et on refera un full passage de l'incrémental sur le réseau. Maintenant, si la target est un repository Vim ou un cloud repository Vim, ben le cache va se comporter différemment, c'est-à-dire qu'on prend en compte le fait qu'un utilisateur peut être mobile avec des bandes passantes assez limitées. Et donc, quand le client va arrêter son backup, du moment qu'on est sur un repository Vim ou sur un cloud repository, quand il va se reconnecter, on reprendra la tâche de backup et au moment où il s'est arrêté en termes de transfert. On repart pas à zéro dans ce cas-là, ce qui fait que on peut très bien backuper en étant nomade avec de la 4G, ça n'a pas d'impact sur le long terme. Et on a une excellente question aussi sur le REFS. Quel est l'impact de REFS lors de la mise en sauvegarde sur bande? Alors en fait, dans la capture que je vous ai montrée, il y a deux vues. Il y a la vue quand on fait un clic droit et qu'on synchronise la capacité de la volumétrie de la partition et quand on fait un clic droit sur le VBK en lui-même. Donc en fait, le travail de déduplication se fait vraiment sur la partition. Donc pour moi, quand on fait sur bande, il n'y a pas d'impact particulier, quoi. C'est les mêmes données réelles qui iront sur les bandes. Tu confirmes, Jeff? Non, pas exactement. Après, pareil pour le copy backup job, ça optimisera votre externalisation et vos copy backup job. Hein. Puisqu'il y avait une question aussi sur l'intérêt. Ouais. Donc pour l'intérêt de l'utiliser en copy backup job ou en local, utilisez-le en local et utilisez-le sur vos copy backup job après par la suite. De toute façon, vous aurez une optimisation sur les foules synthétiques et c'est vraiment le but recherché aujourd'hui sur ce type de consolidation là. Je crois qu'on a fait un peu le tour sur toutes les questions. Ouais. Hein Céphala, est-ce que tu as des points à rajouter? Est-ce qu'il vous reste encore quelques questions? N'hésitez pas. Peut-on utiliser l'agent pour faire du P2V? L'agent pour faire du P2V, oui, je dirais pas ça officiellement, mais oui. Avec l'agent, vous allez avoir deux avantages. Vous allez pouvoir restaurer dans une VM en mode bare métal. Vous démarrez la petite ISO que je vous disais au début et puis on sera capable d'aller revoir derrière la VM. Mais vous pouvez faire aussi des extracts de cette sauvegarde-là en mode VHD, VHDX et VMDK. Donc vous allez avoir un panel de possibilités, sachant que l'export en VHDX, VMDK n'est disponible uniquement si vous le faites depuis la console Vim Backup et Réplication et que vous hébergez ce backup là sur un repository Vim. Donc ça vous impose malgré tout d'avoir du Vim Backup et Réplication en on-premise pour avoir accès à ce type de restauration. Pareil, hein, du moment que vous avez du Vim Backup et Réplication, vous aurez accès aussi à tous les utilitaires Explorer
pour les backups des machines physiques ou autres que vous aurez fait avec l'agent. Est-il préconisé d'utiliser REFS pour les jobs de sauvegarde journalière ou seulement pour la stratégie de backup copy? En fait, c'est pas une question de type de job, c'est une question en fait de rétention de type de sauvegarde que vous allez faire. Si vous faites de la sauvegarde full synthétique et que vous voulez bénéficier d'une rétention augmentée, c'est vrai que nous vous conseillons d'utiliser le REFS. Alors, je vois passer là une demande sur la partie gestion depuis la console Vim, backup et réplication. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de l'avoir uniquement en lecture, pas de modification. On peut pas scheduler et on peut pas modifier le job depuis la console Vim. Vous allez pouvoir le faire prochainement depuis la Vim Availability Console, mais ça, faudra encore voir sous quel cas elle sera éligible et quel type de client sera éligible. Par contre, il est en discussion effectivement de pouvoir avoir une certaine gestion à travers la console, mais là on n'a pas je pas encore de visibilité exacte là-dessus. Deuxième point aujourd'hui, si vous voulez automatiser le déploiement en attendant les outils qui arrivent prochainement, vous pouvez le faire à travers des GPO. Donc déjà on pouvait déjà installer de façon silencieuse avec l'AD. Donc vous pouvez pousser le MSI et l'installer sur vos postes. Et après, je pense qu'il va y avoir, donc ça on attendra d'avoir la GA pour avoir la confirmation, la possibilité de gérer un fichier XML et d'automatiser pareil une règle GPO pour pouvoir le déployer depuis l'AD. Question super importante, peut-on utiliser REFS pour la partition système Windows? Alors, c'est là tu confirmes avec moi, mais non, voilà, on peut pas utiliser REFS pour la Non, et partition puis même, c'est système pas Windows. recommandé, c'est vraiment pour la partie stockage, c'est pour le bénéfice, en fait, si vous voulez, de la partie déjà virtualisation, et surtout pour les traitements, par exemple, des fichiers VHDX qui va être vachement accéléré avec les apports que Christopher a présenté. Mais effectivement, pour la partie système, vaut mieux rester, bien entendu, sur du NTFS. De toute façon, c'est quand même le plus pratique. Ok. Alors attends, reverse avec 30 jours. Là, je pense que toi, tu peux, si tu as besoin de partir, tu peux Il y avait une question pour quitter. Cephala. La gestion Oui, des dites-moi. affinités d'une VM sur un cluster et Virtual Machine Load Balancer est-elle possible? La gestion des affinités non, parce que en fait la fonctionnalité, comme je vous l'ai dit, pour l'instant elle est super simple. Comme vous avez pu le voir, vous avez que, on va dire, deux panels de configuration. Vous avez la partie load balancer et la partie agressivité au niveau de load pour savoir à quel moment il doit, en fait, si vous voulez, donc lâcher la machine vers un autre nœud. Mais bien entendu, dans les prochaines versions, nous allons pouvoir en fait donc déjà rajouter plus d'affinités. Surtout aussi, Microsoft va rajouter la possibilité de faire des règles comme des règles DRS, par exemple, de dire oui, j'ai une VM sur le lot A, je veux qu'elle reste toujours sur le lot A, etc. Mais pour l'instant, c'est très light pour l'instant. Parfait. Non, je vois pas trop de questions, d'autres questions sur la partie Windows. Profitez-en encore, Ouais, sinon on va parce que libérer Cephala. Tout à il me fait. reste 3 minutes parce que j'ai un autre meeting, donc Donc, si allez-y. vous n'avez pas, ouais, si vous avez pas de questions sur la partie Microsoft, on peut déjà libérer ces là. Bon, c'est plus sur les images en général. Parfait. Alors attends, on va remonter des Et il y a une questions. question sur le reverse incrémental. Bah, la Est-ce que, reverse incrémentale est consolide, donc est-ce avec que ouais, en termes d'IO, enfin pour moi ça ne change rien. migration entre NTFS et REFS, c'est possible. Il est parti ou pas, Cephala? Oui, pardon. Ah oui, voilà. Conversion de NTFS vers REFS. Quel type de migration tu proposes, enfin, est recommandé par Microsoft si on fait quoi? On reformate et on fait de la copie de données? Ou tu as une conversion qui Moi, peut ce que je être préconise, du FS effectivement, sur REFS? moi, ce que je peux préconiser, c'est ça, c'est-à-dire que vous copiez vos données, et puis après, vous repartez sur une partition, on va dire vierge, et vous la formatez, bien entendu, donc en REFS, et après, derrière, vous remigrez vos données. C'est vraiment, en fait, c'est un peu artisanal, mais ça permet, si vous voulez, en fait, de garder vraiment déjà l'intégrité des données, puisque quand vous allez faire la conversion, etc., vous pouvez également perdre quelques données, etc.
Pareil, d'un point de vue Vim, si vous copiez vos VBK existants en NTFS et que vous les mettez vers une partition RFS, ça fonctionne pas, hein. C'est C'est ça, pas ouais, magique. En fait, exactement. il faut relancer une active full au niveau de Vim pour pouvoir bénéficier de la Bah, du nouveau librairie système, de quoi. collage rapide. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Mm. Je vous propose de répondre encore à deux dernières questions et puis nous allons clôturer Le la webinaire. partie, le webinar. Vas-y, je te laisse la main, Christopher. Mm. Alors, attends. Ah oui, sur le PowerPoint, tu veux dire? Non, sur les deux dernières questions, tu vois les deux questions qu'il faudrait qu'on réponde. Alors, attends, Parce que là, je suis en perdu fait, ça arrive un peu de. un peu de Ouais, partout. tu as une question sur l'intégrité des sauvegardes dans le cas de chiffrement standard de 2 modes Et de chiffrement. La dernière question, je pense. d'accord, ben on va répondre à cette dernière question et puis Ouais, on après, va répondre à la dernière question parce qu'après ça va. Ah, c'est une on question pourra plus pour. répondre. Envoyez-nous. Voilà, je vous propose pour les Par autres mail questions aussi. auxquelles on n'aurait pas pu, Voilà. voilà, répondre. Quand vous allez recevoir le lien sur la vidéo et sur le PowerPoint, je vous invite à nous renvoyer les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Dans le cas du chiffrement standard en mode 1 implémenté en iOS 101, l'autre sur 1, peut-on implémenter ce chiffrement sur une version obsolète de PK et ne pas proposer un chiffrement validé par l'ANSI? Aujourd'hui, le chiffrement, nous, il est géré directement depuis l'Enterprise Manager. C'est lui qui va gérer les clés de chiffrement. On peut les exporter, on peut en importer. Maintenant, on fait que de la l'AES 256. Sur PKS de V2, je saurais pas. Il faudrait que je recherche et que j'approfondisse un peu plus la question. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire là sur la partie chiffrement. Ok, Euh, super. donc voilà. Un backup Donc agent pour Windows est-il On va capable pouvoir. de sauvegarder vas-y. les types ASM Oracle? Non. À part si votre serveur bien sûr un Windows avec une base de données Oracle. Pour le type ASM, Jeff, tu sais, t'as des précisions là-dessus ou pas? J'ai pas de précision particulière. Il faudrait que ça, je vais regarder D'un dans le point de vue community général, forum. le Vim Agent pour Windows est capable de Oracle sauvegarder VM un serveur physique Windows ayant une base de données Oracle dessus. Il n'y a y a pas de souci. Par contre, pour la on partie supporte ASM, les Oracle VM aussi. L'agent dans un Oracle VM. Par contre, c'est vrai que sous un sous déploiement ASM, il faut que je valide faudrait que je valide le point. Donc je répondrai par la suite. J'ai la coordonnée de la personne qui a posé la question. Par contre, oui, ok. si vous avez de l'Oracle VM aujourd'hui, vous pouvez installer l'agent et je vais vous donner exactement la version supportée. Alors attends, je vais voir, attends, j'ai peut-être l'info directement là. Je vais confirmer ça. Contrôle. Donc sur Oracle. Donc tout ce qui est Oracle Linux, c'est supporté. Et après en déploiement ASM, je validerai le point sur le système de fichiers. Parce que là on supporte tout ce qui est LVM2, toutes ces choses-là. Alors voilà, tout ce qui est pas supporté aujourd'hui pour la partie agent en termes de système de fichiers, ça va être tout ce qui est sauf BTRFS, ZFS et NSS, ouais, au niveau de l'agent. Après, c'est supporté quand vous faites un backup de la VM, hein, puisqu'on s'affranchit du file system. Voilà. Ce qu'il y a d'autre? Bon, je pense que ça, on a fait pas mal le tour. Après, si vous avez des questions, comme le disait Jeff, n'hésitez pas à nous les envoyer par Voilà. mail, hein. Vous avez nos mails sur les slides. Ah, Vraiment, pour des questions précises, on vous répondra avec plaisir. la dernière, qui est importante, c'est Fala, comme ça on est là tous les deux. Quelle est la meilleure stratégie de sauvegarde avec Vim sur un cluster Hyper-V? Ah ah, Nous, on privilégie mm, du on-host. D'accord? Parce que bah, sur le effectivement. coup, quand on fait du host, la Mm. problématique sur le VSS, c'est qu'il faut se retrouver avec un VSS en mode transportable pour pouvoir faire le backup. Et là, sur le coup, quand vous êtes sur des baies de stockage, ça nécessite un hardware provider qui va complexifier et rigidifier les matrices de compatibilité de l'infrastructure. D'accord? Donc voilà. Moi, si Mm. j'ai quelque chose à vous dire, privilégiez le on-host et le Le off-host on-host, que si vous effectivement. avez, voilà, le on-host et le off-host que si vous n'avez pas le choix. Hein. Voilà, ben, je Tout à pense fait. qu'on peut conclure sur cette belle dernière question. Mm. Ben, je vous remercie à tous. Donc, un grand merci à nos intervenants
pour leurs prestations et leurs conseils. Et je vous remercie aussi à tous d'avoir participé à ce webinar. Et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinar VIM animé par moi-même ou nos intervenants. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au Merci revoir. Stéphane, merci Christopher. Merci Chris et merci Jeff également. À bientôt. À Merci bientôt. à tous.